Je vous demande de bien vouloir me suivre dans le temps. Nous sommes le 2 août 2044. Il est 7 heures du matin. La chaleur écrasante est toujours là. L'ozone aussi. Le comité de crise s'est encore réuni cette nuit. L'armée devra aider la protection civile et les pompiers. L'état d'urgence est prolongé. La sécheresse dure depuis la fin mai. Les cultures irriguées depuis une vingtaine d'années ne le sont plus. 5 agriculteurs se sont suicidés devant le 16 rue de la Loi avant-hier. La puissance de la centrale électrique au gaz vapeur de Tihange a dû être réduite car la Meuse est trop basse et les éoliennes tournent au ralenti faute de vent. Il n'a pas encore été possible de réparer les voies du TGV Paris-Berlin qui a déraillé près de Louvain il y a une semaine, faisant 52 morts et 234 blessés à cause des rails déformés par la chaleur. Les scouts aident à hydrater les personnes âgées dans les homes dont les climatiseurs ne fonctionnent que 3 heures par jour, faute d'électricité. Il ne reste plus de place que dans la morgue improvisée dans les entrepôts frigorifiques d'Anvers. Ceux qui sont partis en vacances en Norvège n'osent pas revenir. Malgré les appels de la FEB à reprendre le travail pour sauvegarder la compétitivité des entreprises belges. La Banque centrale européenne a dû soutenir massivement l'euro face au yuan chinois, car les prévisions économiques sont sombres pour tout l'ouest de l'Europe suite à la crise climatique. L'Office des étrangers est débordé par l'afflux d'Égyptiens suite à une invasion de la moitié du delta du Nil par la Méditerranée, dont le niveau continue à monter. Et la guerre de l'eau entre la Turquie et la Syrie s'est encore aggravée. Il y a tout de même une bonne nouvelle. GlaxoSmithKline, Novartis, Nestlé, Suez vient d'annoncer la mise au point d'un vaccin contre le virus du Nil occidental qui avait emporté le roi William d'Angleterre il y a 5 ans. Et tout devrait bientôt aller mieux. Lors de la réunion spéciale du G15 de la semaine prochaine, la présidente américaine devrait annoncer que 12 sous-marins sont prêts à aller ensemencer l'océan austral avec du fer pour essayer d'accroître d'urgence l'absorption de CO2. Elle a aussi annoncé que les 4x4 urbains ne pourraient plus consommer plus de 18 litres au 100 km. C'est un texte auquel je n'ai rien changé, pas une virgule, pas un mot, et qui faisait partie d'un rapport que j'ai publié il y a 11 ans avec un collègue sur les impacts des changements climatiques en Belgique. Le 2 août 2044, c'est dans moins de 30 ans. Ce sera le jour du 51e anniversaire de mon fils aîné. Si je suis encore là, j'aurai 87 ans et je l'espère, des petits-enfants. Le monde plausible que j'évoquais ci-dessus, sera-t-il celui dans lequel ces enfants vivront ? Sera-ce le monde dans lequel vivront les enfants que j'ai rencontrés en avril dernier pendant ma campagne électorale pour la présidence du GIEC dans le district de Machakos, au Kenya, des enfants dont la région avait été gravement affectée par la sécheresse et qui retrouvaient le sourire petit à petit après des efforts de réhabilitation et de développement d'une agriculture plus résiliente, plus résistante au changement et à la variabilité climatique. Sera ce monde-là
Je voudrais rêver que non. Et pourtant, l'humanité est bien partie pour aller dans cette direction. Les gaz à effet de serre émis depuis la révolution industrielle, et principalement le CO2 dégagé par la combustion du charbon, du pétrole, du gaz et par le déboisement, épaississent la couverture qui piège la chaleur au voisinage de la surface de la Terre. Le pourcentage de CO2 dans l'atmosphère a déjà augmenté de 40% depuis la situation pré-industrielle. La température a déjà augmenté de près d'1 degré Celsius en moyenne mondiale. Je précise que nous ne sommes pas en 2044, nous sommes, au moment où je vous parle ici, dans ce paragraphe-ci, nous sommes bien en 2015. On vient de passer le cap des 400 ppm, des 400 parties par million en CO2 dans l'atmosphère, et on vient de passer le cap de l'augmentation d'1 degré au-dessus du niveau de température pré-industrielle. Donc on est dans l'actualité là. Le niveau des mers a déjà monté de 20 cm aussi. La fréquence des vagues de chaleur et des pluies très intenses, la force destructrice des cyclones tropicaux ont déjà augmenté. Les premières conséquences du dérèglement climatique deviennent visibles, affectant toujours davantage les populations pauvres, les plus vulnérables. Un des enjeux, un des objectifs de la 21e COP, la 21e conférence des parties à Paris, est justement de conclure un nouveau traité international, si possible, pour empêcher la température de gagner encore un demi ou 1 degré de plus, pour éviter un réchauffement considéré comme dangereux par les dirigeants réunis lors de la 15e COP, il y a 6 ans, à Copenhague. On sait maintenant, grâce au GIEC, que pour avoir au moins 2 chances sur 3, ce qui, vous me l'accorderez, n'est pas une probabilité si élevée que cela, pour avoir donc au moins 2 chances sur 3 de rester en dessous de la barre des 2 degrés de réchauffement, il faut que le total des émissions de CO2 depuis la révolution industrielle ne dépasse pas 2900 milliards de tonnes de CO2, un petit peu moins de 3000 milliards de tonnes de CO2. Mais plus de 2000 ont déjà été émises depuis la révolution industrielle. C'est donc une course contre la montre qu'il faut mener, car aujourd'hui, nous émettons à peu près 40 milliards de tonnes chaque année. 40 milliards par an, il y en a 900 avant d'arriver au seuil des 2900. Tout le monde peut voir quel est le degré d'urgence. Si nous voulons maîtriser l'augmentation de température, il s'agit donc de décarboner l'économie mondiale complètement dans les 50 ans qui viennent, de façon à amener les émissions nettes de CO2 et de réduire aussi les autres émissions de gaz à effet de serre à 0. Le GIEC a expliqué dans ses rapports plusieurs fois, et je ne vais pas entrer là-dedans parce que je crois que le débat va aborder ces questions-là, que c'était possible, à la fois techniquement et économiquement. Ce qui manque encore, c'est l'ambition, la détermination, le courage. Alors j'ai commencé par une citation, une autocitation, je vais terminer par une deuxième autocitation. C'est un extrait du dernier paragraphe de mon livre qui est sorti il y a quelques semaines, un livre écrit notamment avec la collaboration de Philippe Lamotte qui est ici ce soir, je lui rends hommage. Et c'est le paragraphe qui est tout à la fin du livre. Je le raccourcis un petit peu pour ne pas être trop long. Nous commençons à réaliser que c'est à nos propres enfants que nous risquons de léguer une planète moins habitable. Oui, de tels constats alimentent un certain pessimisme. Mais les solutions sont déjà à portée de main aujourd'hui. La manière dont l'énergie est produite et consommée va changer fondamentalement. Ce n'est pas de l'optimisme béat que de croire à tout cela. C'est l'optimisme de la volonté. Je suis convaincu que face aux manifestations de plus en plus visibles du problème climatique, une juste prise de conscience
de la gravité de la situation va se faire. De plus en plus de personnes seront touchées dans leur cœur et comprendront profondément l'urgence d'agir. Elles en trouveront alors le courage. Merci à tous les grands-parents pour le climat, aux parents, aux citoyens, aux étudiants, aux responsables politiques, aux personnes de référence pour différentes religions ou philosophies, à vous tous et toutes ce soir, de mobiliser ce courage autour de vous. Merci.